Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre deuxième chaîne nationale sur NAL TV International. C'est 18h local du Caire. C'est le temps donc de notre joint complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui en compagnie de Nora. Nora, bonsoir. Bonsoir Hani, bonsoir à tous. Voici les principaux titres de ce journal de ce mercredi, le 27 novembre 2024. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie saluent le cessez-le-feu entré en vigueur au Liban, affirmant leur attachement à la souveraineté et à la stabilité du Liban. Najib Mikati demande à Israël de respecter le cessez-le-feu et de se retirer des zones frontalières. À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie qui ont salué le cessez-le-feu entré en vigueur au Liban, affirmant ainsi leur attachement à la sécurité, à la souveraineté, à la stabilité du Liban, rejetant toute hostilité contre ce pays frère. Lors d'une séance de discussion avec la participation des délégations des deux pays, Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie ont appelé toutes les parties à assumer leurs responsabilités pour mettre fin à l'escalade secouant la région. Les deux leaders ont de même souligné leur attachement à faire réussir la conférence qui se tiendra le 2 décembre prochain en Égypte pour mobiliser le soutien de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Le président Sisi a loué les efforts déployés par la Jordanie en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et de l'acheminement des aides humanitaires. Le président Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie ont également rejeté catégoriquement toute tentative visant à dissoudre la cause palestinienne ou à faire déplacer les Palestiniens hors de leur territoire, affirmant que la création d'un État palestinien indépendant est indispensable pour la solution à deux États. Le président Abdel Fattah el-Sisi a reçu Cheikh Hamad Ben Abdelrahman al-Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, actuellement en visite en Égypte à la tête d'une délégation de haut niveau. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que le Premier ministre qatari a transmis au président el-Sisi les salutations de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad al-Thani, soulignant l'attachement de son pays à renforcer la coopération et la coordination entre les deux pays et l'intérêt particulier accordé par le gouvernement qatari à la relance des relations bilatérales dans divers domaines politiques, économiques et de l'investissement. De sa part, le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a accueilli à l'aéroport international du Caire Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman al-Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, actuellement en visite en Égypte, à la tête d'une délégation de haut niveau. Il est prévu que le Premier ministre et son homologue qatari présideront une session de négociation élargie au siège du Conseil des ministres dans la nouvelle capitale administrative, en présence d'un nombre de ministres des deux parties pour discuter des divers dossiers d'intérêt commun. Le ministre des Affaires étrangères, de l'immigration et des expatriés, Badr Abdelati, a reçu aujourd'hui Cheikh Mohammed Ben Abdelrahman al-Thani, Premier ministre et ministre des Affaires étrangères qatari. Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la rencontre, Abdelati a déclaré avoir examiné avec son homologue qatari les relations particulière reliant Le Caire et Manama. Abdelati a souligné qu'il existe une volonté politique de la part du président Abdel Fattah el-Sisi et de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamad, visant à réaliser un nouvel élan dans les relations égypto-qatari. Abdelati a d'autre part indiqué que les deux parties œuvrent actuellement à promouvoir les relations dans les domaines politiques, économiques, commerciaux et culturels et œuvrent également à renforcer la coordination et la consultation entre les deux pays dans les divers dossiers d'intérêt commun. Sur le plan militaire, le commandant général des forces armées, ministre de la Défense et de la production militaire, le général d'armée Abdelmejid Sakra, a inspecté plusieurs unités des forces armées qui doivent participer à une des missions de l'Union africaine. Le commandant en chef des forces armées a prêté audience à une présentation détaillée sur les procédures de préparation de formation technique et administrative de la force participante qui sont menées selon des principes scientifiques en utilisant les armes, les équipements et les moyens technologiques les plus modernes.
Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que le cessez-le-feu au Liban constitue le début de l'accalmie dans la région, et ce en mettant en application la résolution 1701 du Conseil de sécurité et en autorisant le déploiement de l'armée libanaise dans le sud du pays tout en consolidant son pouvoir dans tout le pays. L'Égypte a d'autre part réitéré l'importance majeure de respecter la souveraineté du Liban et d'éviter toute ingérence étrangère dans ses affaires. L'Égypte a aussi souligné la nécessité d'achever la mise au point de toutes les institutions libanaises par entente intérieure, telles que l'échéance présidentielle. L'Égypte a par ailleurs indiqué que cet accord doit être une introduction à la fin des agressions israéliennes dans la bande de Gaza qui se poursuivent depuis plus d'1 an. L'Égypte a aussi dit espérer aboutir à un cessez-le-feu à Gaza, à assurer l'acheminement sans condition, sans entrave des aides humanitaires au secteur et à mettre fin aux violations en Cisjordanie. Des dizaines de milliers de Libanais chassés par les hostilités de l'occupation israélienne rentrent chez eux aujourd'hui à bord de voitures et des camionnettes surchargées après l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu qui met fin à 2 mois de guerre ouverte entre l'armée de l'occupation israélienne, le Hezbollah libanais. La trêve entrée en vigueur à 2 heures GMT suspend ainsi le conflit enclenché il y a presque 13 mois et qui a fait 3 823 morts et 900 000 déplacés au Liban. L'armée de l'occupation israélienne a toutefois averti les habitants de la région de ne pas s'approcher des positions où elle reste déployée ou des localités dont elle a ordonné l'évacuation. L'armée libanaise a de même annoncé aujourd'hui avoir pris les mesures nécessaires pour se redéployer dans le sud du Liban, demandant ainsi aux déplacés de ne pas regagner les zones situées sur le front avant le retrait de l'armée de l'occupation israélienne. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a annoncé que l'armée allait renforcer son déploiement dans le sud du pays, frontalier d'Israël, dans le cadre de l'application de l'accord de cessez-le-feu ayant mis fin aujourd'hui à la guerre entre Israël et le Hezbollah. Dans un discours aux Libanais, à l'issue d'une réunion du gouvernement, Najib Mikati a demandé à Israël de respecter le cessez-le-feu et de se retirer des zones frontalières. La trêve entrée en vigueur met fin au conflit qui a fait donc, comme on vous le disait, des milliers de morts et 900 000 déplacés au Liban. Le Premier ministre a exprimé l'espoir que l'accord ouvre une nouvelle page dans l'histoire du Liban et appelle à élire rapidement un président de la République. Pour sa part, le président du Parlement libanais, Nabih Berri, a appelé aujourd'hui au retour rapide dans leur foyer des personnes déplacées ou ayant fui le pays à cause de la guerre. Dans un discours télévisé, il a souligné l'importance pour les Libanais de préserver l'unité nationale. Comme M. Mikati, il s'est prononcé pour rater l'élection d'un président de la République qui rassemble les Libanais dont la guerre déclenchée par le Hezbollah a accentué les divisions. Ce cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah au Liban, négocié à l'initiative des États-Unis et de la France, a eu davantage de réactions régionales et internationales. Le président américain Joe Biden a évoqué une bonne nouvelle, estimant que l'accord du cessez-le-feu permettrait un nouveau départ pour le Liban. Le président français a quant à lui relevé que cet accord doit ouvrir la voie à un cessez-le-feu trop longtemps attendu face aux souffrances sans commune mesure de la population de Gaza. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a lui prévenu que la durée du cessez-le-feu dépendrait de ce qui se passera au Liban. Le Premier ministre libanais Najib Mikati a estimé pour sa part que l'accord constituait une étape fondamentale vers la stabilité régionale. Et Téhéran a salué mercredi l'arrêt de l'agression israélienne au Liban, où l'Iran appuie financièrement et militairement le Hezbollah. Quant à Israël, il a mené des frappes à la frontière entre la Syrie et le Liban qui ont fait 7 morts selon une ONG, quelques heures avant l'annonce d'une trêve dans la guerre contre le Hezbollah libanais entrée en vigueur aujourd'hui. Ces agressions, ces frappes nocturnes sont les dernières en date d'une série de bombardements meurtriers en territoire syrien. L'armée de l'occupation israélienne disant ainsi viser des infrastructures du Hezbollah en parallèle de sa guerre au Liban lancée le 23 septembre contre le mouvement. Un bilan actualisé de l'OSDH fait ainsi état de 7 morts, dont 2 militaires syriens, un enfant et un volontaire du Croissant Rouge syrien.
Un haut responsable du Hamas a salué aujourd'hui le cessez-le-feu conclu au Liban et affirme que le mouvement palestinien était lui aussi prêt à une trêve avec l'armée israélienne dans la bande de Gaza. Après l'entrée en vigueur de la trêve, ce membre du bureau politique du Hamas a déclaré que l'annonce du cessez-le-feu au Liban est une victoire et une réussite majeure pour la résistance. Ce responsable a d'autre part indiqué que le Hamas a informé les médiateurs en Égypte, au Qatar et en Turquie qu'il est prêt à un accord de cessez-le-feu et un accord sérieux pour échanger des prisonniers, accusant toutefois Israël d'entraver tout accord. De sa part, le ministre américain de la Défense, Lloyd Austin, a salué hier soir une résolution diplomatique qui permettra ainsi à des dizaines de milliers de civils libanais et israéliens de rentrer chez eux en toute sécurité de part et d'autre de la frontière et de mettre un terme à la violence, mais aussi à la destruction engendrée par ce conflit. Austin a affirmé la nécessité de travailler à améliorer les circonstances humanitaires catastrophiques à Gaza, en sécurisant ainsi la libération de tous les détenus, ajoutant que le ministère de la Défense américaine travaillera avec les partenaires internationaux, les parties désignées, pour garantir la mise en œuvre de l'accord. D'autre part, le ministère palestinien de la Santé à Gaza a annoncé aujourd'hui un nouveau bilan de 44 282 morts au total dans le territoire palestinien depuis le début de l'agression israélienne il y a plus d'un an. Au moins 33 personnes ont été tuées ces dernières 24 heures, a-t-il indiqué dans un communiqué, ajoutant que 104 880 personnes avaient été blessées dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023. Dans le nord de la Cisjordanie occupée, les forces de l'occupation israélienne ont pris d'assaut le camp d'Al-Farah dans la ville de Toubas. De violents affrontements ont eu lieu entre les Palestiniens et les forces de l'occupation israélienne dans le camp d'Al-Farah, et les forces armées de l'occupation israélienne ont envoyé de renforts militaires dans la ville de Toubas. Par ailleurs, les forces de l'occupation israélienne ont également attaqué la vieille ville de Salfit en Cisjordanie, ont procédé à une campagne d'arrestation massive. En outre, les forces de l'occupation israélienne ont envahi avec un grand nombre de véhicules militaires et des bulldozers la ville d'Idana à l'ouest d'Hébron et ont démoli une maison. Le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez a défendu aujourd'hui l'action de son gouvernement face aux inondations qui ont ravagé fin octobre le sud-est de l'Espagne. En fait, M. Sánchez a accusé ses détracteurs de polariser l'opinion, mais aussi d'alimenter la méfiance à l'égard des institutions. Les détails tout de suite dans ce compte-rendu. Venu rendre compte devant les députés espagnols de sa gestion de la tragédie espagnole, le Premier ministre Pedro Sánchez a assuré que la question est de savoir si le gouvernement espagnol a assumé ses responsabilités, et la réponse est oui. Il l'a fait dès le début et continuera à le faire aussi longtemps que nécessaire. Il a insisté que l'exécutif a fait ce qu'il devrait faire face à cette catastrophe, accusant l'opposition de polariser l'opinion, de susciter le découragement et d'alimenter la méfiance à l'égard des institutions depuis la tragédie. Face aux députés, le Premier ministre s'est dit totalement ouvert à la création d'une commission d'enquête au sein du Congrès des députés sur les inondations, tout en estimant que ce n'était pas encore le moment pour mettre en place une telle commission. Le gouvernement et l'exécutif régional de Valence, dirigé par le Parti populaire, ne cessent de se rejeter la responsabilité des ratés de la gestion des inondations du 29 octobre, qui ont fait au moins 229 morts, en très grande majorité dans la région de Valence. Appelé à s'expliquer mi-novembre sur la gestion de la catastrophe, le président conservateur de la région de Valence, très critiqué par les sinistrés pour sa gestion jugée chaotique de la tragédie, avait reconnu des erreurs et présenté ses excuses aux habitants. Dans notre rubrique économique, le ministre de l'Agriculture, Alain Farou, a affirmé la volonté de l'Égypte de fournir
tous les aspects du soutien à l'organisation islamique pour la sécurité alimentaire afin qu'elle atteigne ses objectifs ainsi que de contribuer à fournir une expertise et à renforcer les capacités des États membres. Cela s'est produit lors d'une réunion entre le ministre de l'Agriculture et le directeur général de l'organisation islamique pour la sécurité alimentaire, Oissa Berik Aren, en marge de sa participation au sommet mondial de l'alimentation à Abu Dhabi, où les perspectives de coopération conjointe entre le ministère et l'organisation au cours de la période à venir ont été discutées. En fait, au cours de la réunion, M. Farouk a de même passé en revue les efforts de l'État égyptien pour assurer la sécurité alimentaire à la lumière des défis mondiaux qui ont affecté les chaînes d'approvisionnement alimentaire dans le monde. Voilà, c'est la fin de ce journal, mais bien évidemment, nous poursuivons nos programmes sur Night TV International. Merci de votre fidélité. Merci à toi, Hani. Merci beaucoup. Non, merci, chers téléspectateurs. Et toujours, notre discussion et notre suivi seront être bien sûr continuels sur Night TV International. Au revoir.